Bonjour à tous. On va vous parler aujourd'hui du dossier électronique du patient et de la fracture numérique. On va commencer peut-être par se présenter. Je suis Caroline Gallois-Vignas, responsable cybersanté à la santé publique neuchâteloise. Et moi, Lucie Bedling-Meyer, je suis chargée du recrutement et de l'assistance des dossiers électroniques du patient. Alors, on va commencer par vous parler de la numérisation du système de santé, une stratégie nationale et cantonale. Donc, Caroline, dis-moi, quelle est la volonté nationale concernant la digitalisation de la santé? Alors c'est vrai qu'il y a une impulsion politique assez forte pour digitaliser la santé et ça commence par le programme Stratégie Santé 2030 avec une vision qui dit que finalement, peu importe l'état de santé et le statut socio-économique des individus en Suisse, ceux-ci peuvent et doivent vivre dans un environnement favorable à la santé. Et ils doivent aussi bénéficier d'un système sanitaire moderne, de grande qualité et financièrement viable. Cette stratégie santé 2030 est répartie en quatre défis, 8 objectifs et 16 principaux axes politiques. Alors on ne va pas tous les passer en revue, je vous rassure, mais c'est important quand même de relever que le premier défi est la transformation technologique et numérique, et notamment l'exploitation des données de santé et des technologies, et bien sûr d'utiliser ces outils pour renforcer les compétences en matière de santé de la population. Nous avons aussi le programme DigiSanté qui est en cours de lancement et qui a pour objectif de promouvoir la transformation du système numérique en essayant finalement de faire en sorte que la Suisse rattrape son retard en matière de digitalisation numérique d'ici à 2032. Et donc ça s'inscrit dans la stratégie 2030 dont on vient de parler juste avant. Ce programme est découpé en 4 objectifs stratégiques. D'abord, numériser, effectivement, passer du papier au numérique, orchestrer pour aller tous dans la même direction. Et pour ça, on va utiliser des standards technologiques. Et puis, on va ancrer finalement cette numérisation dans les pratiques. Et donc, au niveau cantonal, quelle est la situation aujourd'hui? Alors au niveau cantonal, il se passe aussi des choses. Déjà de manière générale, il y a la stratégie digitale de l'État de Neuchâtel qui est sortie cette année et qui est organisée autour de 6 principes directeurs. Donc vous les voyez là à l'écran, je ne vais pas tous les passer en revue. Ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'inclusion, puisqu'on va parler de fracture numérique. Et puis il y a 5 champs d'action où il y a une volonté effectivement de développer une administration digitale, de repenser les processus, maîtriser les données, instaurer une culture digitale. Donc on voit qu'on va vraiment aller vers une numérisation des prestations qui sont proposées par l'État. Et dans cette numérisation, il est important de ne laisser personne de côté, d'où l'inclusion dans les principes directeurs. Il faut savoir qu'au niveau de la temporalité, le schéma directeur a un horizon de 2024 à 2029. Il faut savoir qu'il existe déjà des choses en fait au niveau cantonal, notamment sur les compétences de base, donc des projets qui sont déjà en cours. Le public cible, c'est les personnes majeures qui sont domiciliées dans le canton et qui sont en emploi. Et les prestations, c'est de proposer une évaluation des compétences de base que sont le français, les mathématiques, mais aussi les outils numériques. Et cette évaluation est gratuite. Et en fonction des résultats de l'évaluation, une proposition de formation en fonction des besoins est réalisée. Et donc, plus spécifiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé dans le canton? Alors, dans la santé aussi, ça bouge. Il y a la stratégie en santé numérique de l'État de Neuchâtel qui est en cours de finalisation et qui va entrer en vigueur en 2024 en même temps que la politique sanitaire, avec une vision assez large. L'idée vraiment, c'est de placer le citoyen et le patient au centre de la stratégie et de faire en sorte finalement qu'ils puissent augmenter leur capacité à agir en faveur de la santé. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. Et puis, on a aussi cette volonté de penser à la fracture numérique. Donc déjà, de promouvoir une utilisation raisonnée des outils, plutôt que de partir dans des choses hautement technologiques, plutôt de répondre à un besoin terrain de la population ou des professionnels, et puis d'être attentif à la fracture numérique, puisqu'on envisage plutôt le numérique comme un moyen d'inclusion. Et on va donc travailler avec les partenaires sociaux très tôt pour avoir cette idée de fracture numérique incluse dès le départ. Cette stratégie se découpe en 6 axes, 19 objectifs. Donc, effectivement, on voit que les compétences sont importantes pour nous. Ce n'est pas le tout de développer des outils. Il faut aussi que la population et les professionnels puissent l'utiliser. Donc, on va mettre des programmes de formation en place à destination de la population et des professionnels, à la fois sur de la santé numérique, mais aussi sur de la cybersécurité et quelque chose de vraiment plus spécifique sur la fracture numérique pour la population plus vulnérable. Pareil, au niveau de la temporalité, on est sur un horizon 2024-2030. Alors maintenant qu'on a
brosser un petit peu le contexte, à la fois fédéral et cantonal, on va parler de la première étape de finalement la numérisation de la santé, qui est le dossier électronique du patient. À Neuchâtel, c'est Mon Dossier Santé. Et Lucie, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus déjà. Qu'est-ce que c'est Mon Dossier Santé? Alors, mon dossier santé, c'est le dossier électronique du patient neuchâtelois. Le but de ce dossier, c'est de rassembler toutes les données à un seul endroit dans un espace sécurisé. Le patient va pouvoir ainsi, grâce à ça, accéder à ses données de santé en tout temps et aussi de rendre la coordination des soins plus efficace grâce aux professionnels de la santé qui peuvent partager des données sur ce dossier électronique. Très bien. Est-ce que ça n'existe qu'à Neuchâtel? Alors non, j'ai dit mon dossier santé, c'est le dossier électronique du canton de Neuchâtel, mais il est né d'une loi fédérale, une loi qui demande que que les EMS, les maisons de naissance et les cliniques et les hôpitaux proposent un dossier électronique à leur patientèle. Et cette loi, elle a permis la mise en place donc en Suisse de plusieurs plateformes qui proposent ce dossier électronique, mais on a tous les mêmes règles, on a tous les mêmes exigences, telles que l'interopérabilité qui implique qu'on puisse tous les uns fonctionner avec les autres. Donc, où qu'on ouvre son dossier électronique en Suisse, on doit pouvoir accéder au dossier d'un patient lorsqu'il se casse la jambe au fin fond des Grisons pour avoir ensuite déposé les documents et lorsque le patient retourne dans son canton, accéder aux résultats et continuer la prise en charge. Et est-ce que c'est obligatoire ce dossier? Alors non, le dossier électronique, il est facultatif pour la population. Par contre, pour les prestataires de soins qui sont stationnaires, donc les hôpitaux, les EMS, eux, ils ont l'obligation d'être affiliés à une communauté qui propose un dossier électronique. Mais tous les prestataires qui, eux, sont ambulatoires, donc les médecins indépendants, les pharmacies, eux n'ont pas d'obligation légale d'être affiliés, à part ceux qui s'installent depuis 2022, qui, eux, ont une obligation légale. Mais du coup, si c'est pas obligatoire pour tout le monde, est-ce que mon médecin traitant est déjà inscrit? Alors aujourd'hui, on a près de 125 médecins qui sont inscrits à mon dossier santé dans le canton. Sur un peu plus de 500 médecins qu'on a dans le canton, on a déjà une bonne proportion. Mais effectivement, non, ils ne sont pas tous inscrits. C'est un processus qui va prendre quand même plusieurs années, sachant que la loi sur le dossier électronique du patient est en révision et devrait changer de manière à ce que ce soit obligatoire pour les prestataires de soins d'ici à 2028. Okay. Et quels documents on va retrouver dans mon dossier santé? Alors, on va retrouver tous les documents qui peuvent être utiles à votre prise en charge, qui peuvent être pertinents à votre santé. Donc, on peut y découvrir vos rapports des différents médecins, des plans de traitement, des résultats d'analyse, votre carnet de vaccination ou même vos directives anticipées. Et est-ce qu'on va retrouver l'historique médical quand j'ouvre mon dossier santé? Est-ce que je retrouve tout ce qui s'est passé dans mon passé médical? Alors non, quand on ouvre son dossier électronique, aujourd'hui il est vide, mais on peut tout à fait ajouter manuellement en tant que patient les documents que l'on considère pertinents pour notre prise en charge. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place une automatisation de la dépose des documents de ce qui vient de l'hôpital RHNE, ainsi que ce qui vient du laboratoire ADMED. Mais on peut aussi demander l'historique médical des 5 dernières années à l'hôpital RHNE, de ce qui s'est passé chez eux ces 5 dernières années, pour avoir un peu une base de notre santé et puis pouvoir avancer avec ça. Okay. Et finalement, qui peut accéder aux données qui sont présentes dans mon dossier santé? Alors, le patient lui-même va pouvoir accéder à ces données de santé, mais par contre, au niveau des professionnels de la santé, c'est le patient qui va donner des droits d'accès. Donc, ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on va pouvoir voir tous les patients de Suisse, c'est vraiment le patient qui va donner nominativement des droits d'accès. Il peut aussi nommer un représentant s'il souhaite pour la prise en charge de son dossier. Typiquement, on peut imaginer un enfant mineur qui aura ses parents qui va gérer son dossier pour lui. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la loi sur le dossier électronique du patient, 3 catégories de personnes ont une interdiction légale d'accéder à ces dossiers électroniques, tels que l'employeur, les assureurs maladie et l'État. Et est-ce que tous les professionnels de santé voient la même chose? Alors non, pas forcément. On peut classer les documents en fait en 3 niveaux. On voit ici sur le dessin donc le niveau le plus bas qui est le niveau normal. Ensuite, on a un niveau intermédiaire qui s'appelle le niveau restreint.
Et enfin, le niveau le plus fermé qui est le niveau secret. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau secret, il n'y a que le patient qui va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Si on a un autre point de vue, on va voir effectivement que le patient il va pouvoir voir les 3 niveaux de confidentialité possibles. Ensuite, au niveau des prestataires de soins, il va pouvoir donner des droits d'accès, on va dire, étendus, et ça donnera accès au niveau normal et restreint, ou des accès seulement dits normaux qui vont pouvoir voir que ce qu'il y a dans la catégorie normale. Et on voit enfin dans la dernière colonne que si on n'a pas d'accès, si on n'a pas de droit d'accès, on ne voit rien du tout. D'accord, mais du coup, si j'ai pas donné accès à l'hôpital et puis que j'arrive inconscient aux urgences, ils n'ont pas accès à mon dossier santé? Alors non, ils n'ont pas accès, mais par contre, en cas de nécessité vitale, les prestataires de soins ont un bouton qui s'appelle accès d'urgence, qu'ils peuvent utiliser et qui va faire un effet bris de glace et qui va forcer l'ouverture du dossier, et ça permettra de justement d'avoir accès aux données de santé importantes pour une bonne prise en charge, plutôt que de devoir courir après les informations. Le but de ce dossier, c'est vraiment d'avoir un accès rapide, donc c'est pour ça que ce bouton existe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouton, il est encadré par la loi, et lorsqu'on l'active, le patient il va être informé, donc il va recevoir une notification par SMS et par email pour lui dire que quelqu'un a accédé en urgence à son dossier. Le patient peut aussi, s'il le souhaite, complètement désactiver ce bouton. Mais dans le cas où il se rend compte qu'il y a un abus, que quelqu'un a utilisé ce bouton alors qu'il n'y avait pas de raison vitale pour le faire, ça peut être poursuivable pénalement. Ok. Et au niveau de la sécurité, comment ça se passe? Comment mon dossier santé est sécurisé? Alors, comme je l'ai dit avant, tout ça c'est né d'une loi fédérale, et cette loi, en fait, elle a un certain nombre d'exigences et pas mal d'exigences de sécurité. Donc nous, pour proposer ce dossier électronique, on a dû être certifié, donc sur plus de 440 critères qui permettent de vérifier qu'on a une organisation, que notre plateforme, que notre technique, tout est en ordre et tout répond à cette loi. Que pour se connecter aussi à ce dossier électronique, il faut ce qu'on appelle une identité électronique sécurisée. Ça rajoute aussi une couche parce que ça permet de faire une vérification de l'identité de la personne au moment de l'ouverture. En plus de ça, il y a le côté gestion des droits d'accès, donc le fait que le patient va donner des droits à certains médecins ou non. Ça fait que ça rajoute une couche supplémentaire de sécurité, même une fois qu'on est dans le système. Et ensuite, dans le dossier lui-même, le patient il a un journal d'accès. Donc tout ce qui se passe dans ce dossier est écrit. Ça va permettre de voir si telle ou telle personne, que ce soit le patient ou un prestataire de soins, a vu ou déposé un document. Tout va être écrit, ça permet de suivre un peu ce qui se passe. Et enfin, ce qui est important de savoir, c'est que les données, elles sont stockées en Suisse, donc sous la loi suisse. Ok. Puis ces données sont cryptées, je crois. Oui, tout à fait. Les données sont cryptées, les clés de chiffrage sont stockées à un autre endroit, ça permet d'avoir une sécurité maximale. Et finalement, est-ce que moi aussi je peux participer à la sécurité? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon dossier santé reste sécurisé? Alors effectivement, chacun participe à la sécurité du dossier, tous les utilisateurs. Donc pour ça, il faut mettre à jour son ordinateur ou sa tablette ou son smartphone régulièrement. Il faut avoir un antivirus sur cet ordinateur. Il faut le mettre à jour régulièrement. Il faut aussi mettre à jour régulièrement le navigateur Internet pour éviter toute bug, toute ouverture qui puisse rester derrière cachée. Et surtout, avoir un mot de passe complexe au moment où on se connecte et ne jamais partager son mot de passe. Très bien. Merci pour ces informations. Je crois que c'était important de rappeler un petit peu toutes les fonctionnalités de mon dossier santé, même si maintenant il y a certaines personnes qui connaissent déjà un petit peu. Mais voilà, maintenant on va parler de mon dossier santé et de la fracture numérique, parce qu'on est assez sensible à ça. Et puis, on va commencer. Donc finalement, déjà, Caroline, explique-nous qu'est-ce que c'est la fracture numérique? Alors oui, je vais vous présenter deux définitions. Donc déjà l'électronisme et la fracture numérique. Donc l'électronisme, ou alors on peut aussi parler d'illettrisme numérique ou d'illettrisme électronique. En fait, c'est la difficulté ou même l'incapacité en fait que rencontrent certaines personnes à utiliser soit les appareils, soit les outils informatiques, tout simplement parce qu'ils ont un manque ou une absence totale de connaissances à propos du fonctionnement. Et puis la fracture numérique, finalement, c'est le fossé qu'il y a entre ceux qui utilisent Internet et puis les outils numériques et ceux qui ne l'utilisent pas, qui n'y ont pas accès. Et puis cette fracture numérique, elle peut être multiforme, elle va comprendre différentes facettes, par exemple l'accès
le caractère abordable aussi, tout le monde ne peut pas avoir des outils, la qualité, la pertinence. On va parler un petit peu plus de cette fracture numérique. Donc on voit ici qu'elle peut comprendre 3 niveaux. On en a parlé juste avant, le manque d'accès aux moyens technologiques. Alors il y a une étude en Suisse qui montre que quand même les foyers sont bien équipés. Il y a 90% de foyers qui ont des ordinateurs à la maison. C'est bien, mais ça veut aussi dire qu'il y a 10% qui n'en ont pas. Et puis ces personnes-là, il faut qu'elles se rendent dans des cybercafés. Il y en a de moins en moins. Donc c'est aussi un frein à l'accès à certaines informations et prestations, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il va y avoir de plus en plus de prestations de l'État qui vont se faire numériquement. Et puis, il y a le manque de compétences. On parlait tout à l'heure effectivement de compétences, de programmes de formation qu'on va mettre à disposition. Effectivement, il y a une frange de la population qui manque de compétences pour pouvoir utiliser pleinement ces outils. Et puis, l'usage diversifié des outils. Il y a divers outils, différentes façons de les utiliser. C'est pas toujours simple pour tout le monde. Et puis, il y a plusieurs facteurs qui sont corrélés aux compétences numériques. On voit que le niveau de formation, la catégorie professionnelle, l'âge aussi, le genre parfois, le statut migratoire et la situation financière font que effectivement on n'est pas tous égaux face à ces outils numériques et leur utilisation. Alors voilà, je voulais vous présenter aussi quelques chiffres. Il faut savoir quand même qu'en Suisse, il y a seulement une personne sur deux qui a des compétences élevées, c'est-à-dire des compétences qui dépassent les compétences de base. Donc voilà, que 50% de la population. Et puis un autre chiffre qui nous indique que une personne sur 5, donc 20% de la population, n'a même pas les compétences de base, donc ne sait pas du tout se servir de l'outil informatique. Aussi, des chiffres qui sont intéressants, il faut savoir que pour évaluer les compétences de base en informatique, il y a 4 types de compétences. Il y a d'abord la compétence l'information, la collecte d'informations, c'est la capacité d'aller chercher finalement sur Internet une information, peut-être d'aller chercher le numéro de téléphone d'un médecin qui se situe à l'hôpital, donc il faut aller chercher, aller sur le site de l'hôpital, chercher la spécialité, etc., arriver jusqu'au professionnel en question et trouver son numéro. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les compétences numériques d'information, la collecte d'informations. Il y a aussi tout ce qui est compétences numériques pour la communication, donc là, on comprend assez bien, c'est les envois d'emails, c'est les réseaux sociaux, ce genre de choses. Les compétences numériques liées à la résolution de problèmes, ça va être par exemple l'installation d'applications sur l'ordinateur, sur le smartphone. Et puis ensuite, les compétences numériques d'usage de logiciels, donc ça pourrait être des logiciels de traitement de texte ou des logiciels plus élaborés. Et donc, maintenant, une fois qu'on sait ça, on peut comprendre peut-être un petit peu mieux ces chiffres qui nous sont proposés. Et on voit que effectivement, on parlera tout à l'heure du facteur âge, mais finalement, le facteur formation, le niveau de formation est très important. Et on se rend compte que finalement, moins de 2/3 des personnes qui n'ont pas eu de formation post-obligatoire ont des compétences avancées dans la collecte d'informations et la communication. Pourtant, on a l'impression, finalement, quand on est à l'aise avec les outils, que d'aller chercher de l'information sur Internet, d'envoyer un email, c'est quelque chose qu'on fait peut-être tous les jours dans sa pratique professionnelle. Oui, mais malgré tout, il y a quand même des personnes qui n'ont pas ces compétences. Et puis, seulement 1/3 des personnes, donc toujours pareil, qui n'ont pas eu de formation post-obligatoire, savent utiliser des logiciels, donc c'est-à-dire utiliser Word, etc. Et puis, non, pardon, ça c'était seulement 15%, et seulement 1/3 des personnes peuvent installer des applications, et voilà. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des personnes qui rencontrent des difficultés sur un certain nombre de compétences numériques. Là, on va passer maintenant à la partie âge, donc la fracture peut-être plus générationnelle, avec des chiffres qui viennent de l'étude Digital Senior 2020 qui est menée par Prosenectute, qui nous montre ici les différents appareils qui sont utilisés par tranche d'âge. Et puis on voit que les aînés utilisent très fortement la télé. Donc ils obtiennent de l'information plutôt par ces canaux-là, télé, radio, mais quand même on voit qu'ils se mettent aussi sur l'ordinateur, puisque même les personnes qui ont plus de 80 ans, il y en a la moitié qui vont régulièrement sur l'ordinateur. Le téléphone reste quand même aussi un outil qui est très utilisé, donc le téléphone habituel, et puis les premiers téléphones portables, ce n'était pas encore les smartphones qui sont utilisés. Mais on voit que les smartphones, justement, prennent aussi de l'ampleur, et que même les plus de 80 ans, il y a presque 40% des personnes qui savent utiliser un smartphone, qui utilisent régulièrement. Et puis au fur et à mesure qu'on arrive sur des outils un petit peu plus peut-être techniques, on voit que c'est moins utilisé par les seniors, mais tout de même des personnes qui utilisent de plus en plus les iPads. Voilà, le reste, ça reste anecdotique.
Et puis, des dernières statistiques concernant l'utilisation de l'Internet mobile, puisque finalement, on est une population de plus en plus mobile. Et puis, finalement, l'Internet mobile, c'est l'Internet sur le smartphone ou alors sur l'iPad, justement. Et on voit que c'est de plus en plus utilisé. Pour les 65-70 ans, c'est quand même 80% des personnes qui utilisent l'Internet en mobilité. Et puis, si on va de l'autre côté, les plus de 85, c'est un peu moins de 50%. Donc, on voit quand même que les seniors ne sont pas si déconnectés et utilisent aussi de plus en plus, finalement, le numérique. Donc tout ça, par rapport à mon dossier santé, où est-ce qu'elles se situent finalement les difficultés pour les gens qui sont un peu en dehors de cette numérisation? Alors effectivement, pour les personnes qui sont potentiellement en fracture, on a imaginé, on a réfléchi finalement où se situait la difficulté, et puis il y a 3 niveaux. Il y a l'inscription, alors voilà, je ne sais pas si parmi vous, certains se sont inscrits à mon dossier santé, vous avez pu constater que c'est pas tout simple de s'inscrire à mon dossier santé, au dossier électronique du patient, tout simplement parce qu'il y a des exigences légales assez fortes, notamment liées à de la sécurité, donc on doit en passer par là pour arriver à un système sécurisé, mais c'est vrai que c'est parfois un peu le parcours du combattant, donc là il y a une difficulté pour les personnes qui sont en fracture, les populations vulnérables, aussi à la création de l'identité électronique sécurisée. Et finalement, l'utilisation, elle est plus simple que l'inscription, mais quand même, pour déposer des documents, on verra ensemble que c'est pas si simple. Alors pour l'inscription, plusieurs possibilités de s'inscrire. Donc on a la possibilité de venir en stand. Il faut savoir aujourd'hui que 50% des personnes qui ouvrent des dossiers le font en stand et les autres le font à distance. Et donc à distance, on a là encore 2 possibilités. Donc on va toujours avoir une entrée par le guichet unique, mais soit on est utilisateur du guichet unique et les données se pré-remplissent, notamment au niveau des coordonnées administratives, soit on n'est pas utilisateur du guichet unique et on part d'un formulaire qui est vide. On imagine que les personnes qui sont plutôt en fracture ne sont pas utilisateurs du guichet unique, donc c'est ce cas-là qu'on va présenter. Donc on part d'un formulaire qui est vide. On doit répondre à certaines questions, des questions générales, comment ils ont entendu parler de mon dossier santé, donc il faut sélectionner un élément dans une liste. Ensuite, pour qui on ouvre le dossier, est-ce qu'on ouvre le dossier pour soi-même ou alors en tant que représentant légal, peut-être pour ses enfants par exemple, dans quelle langue on veut avoir le dossier, en sachant qu'il y a les 3 langues nationales plus l'anglais, et puis est-ce qu'on a déjà un dossier ou pas. En général non, si on ne sait pas, on peut mettre je ne sais pas et passer à la suite. Ensuite, on pose les questions en lien avec l'identité électronique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus puisqu'on parlera plus précisément de l'identité électronique tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on arrive sur cette question, si on ne connaît pas l'identité électronique, on a des noms un peu barbares qui apparaissent, Swiss ID, Trust ID, ça peut être perturbant pour certaines personnes. Alors on voit qu'il y a cette case à cocher, je ne sais pas, qui permet d'aller à la suite, mais c'est vrai que ça peut démotiver certaines personnes. Ensuite, on arrive sur les coordonnées. Alors là, c'est assez simple. On remplit son nom, prénom, date de naissance qu'on doit les sélectionner dans un calendrier. Peut-être que pour certaines personnes, c'est pas tout simple, mais c'est assez standard en tout cas. Et puis, la difficulté, elle se situe peut-être quand on doit remplir le numéro AVS. Donc, il faut encore savoir où est-ce qu'il se situe. Donc, on a mis un petit point d'interrogation à côté pour indiquer qu'il se situe sur la carte d'assuré, mais faut-il encore être habitué à ce genre de symbole et puis de savoir qu'on peut passer la souris sur ce point d'interrogation et qui va nous donner plus d'informations. C'est pas forcément connu de tout le monde. Et puis à ce stade, soit on peut passer à la suite, soit on peut transmettre la copie de sa pièce d'identité. Donc ça rajoute quelques manipulations si on le fait. Sinon, il faut l'imprimer, la photocopier et nous l'envoyer. Ensuite, on peut indiquer des droits d'accès. Ça permet de dire qui peut accéder au dossier qu'on est en train de créer. Donc là, on doit sélectionner les professionnels, mettre une durée. On peut passer cette étape, mais sinon, on peut ici effectivement renseigner plusieurs professionnels des institutions, le médecin traitant, la pharmacie, etc. Et enfin, on arrive à la page de confirmation où on relit tout ce qu'on a renseigné pour s'assurer que tout est juste. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un ordinateur mais d'une personne physique, il faut renseigner le petit code en bas, le code de CAPTCHA, qui n'est pas si simple non plus que ça. On peut générer un nouveau code si on n'a pas compris, mais bon voilà, on peut passer un peu de temps sur cette étape-là pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et quand on a réussi à rentrer ce code et qu'on valide, eh bien voilà, on a fini la première partie de l'inscription. On a un petit récapitulatif qui nous indique qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, à savoir imprimer ce consentement, le signer manuscritement, l'envoyer à la santé publique pour qu'on puisse ouvrir le dossier, puisqu'on a besoin de la signature manuscrite, éventuellement joindre la pièce d'identité si on ne l'a pas fait en cours de formulaire,
Et ensuite, il faudra créer l'identité dont on va parler juste après. Donc, c'est vrai que c'est pas tout simple, c'est quand même un processus en 6 étapes. Ça peut être un frein pour les populations vulnérables, ça, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on fait pour aider ces personnes-là et pas les laisser de côté, puisque c'est souvent finalement les personnes les plus vulnérables qui ont le plus besoin de ce genre de dossier, que ce soit les personnes âgées, les migrants. Donc on essaye de mettre des choses en place, notamment on a des guichets qui sont ouverts à l'hôpital, à différents endroits du canton, on essaye d'être proche de la population. On a une permanence téléphonique ouverte tous les jours où on est à disposition pour aider les personnes. Et puis on mène différents événements comme des conférences, on est aussi présent dans les cybertés, donc c'est des événements qui sont organisés par Prosenectouté. On essaye d'aller aussi dans les conférences des associations de patients, enfin on essaye d'aller au contact de la population pour faciliter cette inscription. Voilà, peut-être Lucie, tu peux nous parler de l'identité. Alors oui, effectivement, l'identité électronique sécurisée en lui-même, c'est quelque chose déjà qu'il faut comprendre à quoi elle sert, cette identité. Donc elle va permettre de nous connecter donc au dossier électronique du patient. Donc pour l'avoir, le processus pour la créer peut être fait en ligne ou on peut aussi venir en stand directement au guichet pour créer cette identité électronique. Mais pour ça, il faut avoir une adresse email qui soit accessible sur son smartphone. Donc c'est pas forcément le cas de tout le monde d'avoir son adresse email sur son smartphone. Donc ça peut déjà là retenir certaines personnes. Et en plus, au moment de la création de cette identité, on va nous demander de mettre en place ce mot de passe complexe qui peut en agacer plus d'un. Et surtout, il faut s'en rappeler, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Selon l'identité qu'on choisit, la Trust ID exige une application sur le smartphone. Ça, c'est aussi quelque chose, selon la facilité qu'on a à avoir à installer une application, c'est pas toujours évident pour tout le monde, donc on a quand même quelques difficultés, ne serait-ce qu'à cette étape-là. Au niveau des solutions qui existent, alors ça, on peut tout à fait imaginer que le patient décide de ne pas avoir accès à son dossier électronique parce qu'il comprend tout à fait de l'utilité de la mise en place de ce dossier pour la coordination entre les prestataires de soins, mais lui ne se sent pas assez à l'aise pour l'utiliser, donc on peut tout à fait ne pas lui donner d'accès. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'identité électronique. Il peut aussi déléguer la gestion de son dossier à une tierce personne, donc mettre en place un représentant qui gère son dossier pour lui s'il le souhaite. Mais le but, c'est plutôt que le patient accède à son dossier lui-même. Et pour ça, nous, ce qu'on propose, c'est de venir en stand, de venir dans nos guichets pour qu'on mette ensemble en place cette identité électronique. Mais on est aussi accessible par téléphone s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou qu'on ne comprend pas. On répond presque tous les jours au téléphone. Après, au niveau de l'utilisation, là aussi, ça peut être aussi complexe. C'est-à-dire là, on a une image de la page d'accueil pour se connecter. Donc, il faut déjà comprendre où cliquer en fonction de la situation. Donc, si on veut déjà faire notre première connexion, à cette étape-là, on perd déjà un certain nombre de personnes. Donc, il faut sélectionner le nom d'utilisateur et mot de passe temporaire pour la première connexion. Alors nous, on a mis en place une procédure avec l'inscription où on explique aux gens comment faire. Ils ont la feuille sous les yeux, mais bon, déjà, on peut perdre quelques personnes ici. Après, une fois qu'on se connecte, que ce soit avec la Swiss ID ou la Trust ID, à un moment donné, on va avoir le double facteur. Donc on va recevoir pour la Swiss ID un SMS avec un code de validation à rentrer dans le dossier électronique. Ou avec la Trust ID, on va avoir une notification sur le smartphone avec l'application où il faut déverrouiller, valider pour pouvoir se connecter au dossier électronique. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Après, au niveau de l'utilisation du dossier, une fois qu'on est connecté, donc quand on se connecte, on va retrouver donc les coordonnées du patient ou de nous-mêmes en haut à gauche. Au centre, on a une liste des derniers documents qui ont été déposés par le patient ou par des prestataires de soins. Et enfin, tout à droite, on a le journal d'accès, où là, on va se retrouver, si on va dessus, sur le résumé de tout ce qui se passe, sous l'historique de tout ce qui se passe sur le dossier, pour voir un peu qui va voir, qui clique, qui dépose des documents. Le patient peut lui-même déposer un document, et résultat, à ce moment-là, il faut cliquer dans cette zone-là. Pour ça, une fois qu'on a choisi un document, on va se retrouver ici, avec un certain nombre d'informations à remplir.
Donc pas toujours évident pour tout le monde, donc on va devoir donner un titre à ce document, à part si on décide de laisser celui qui existe au moment où on l'a choisi. Donc là, on a un carnet de vaccination. Mais pour ça, il va falloir remplir toutes les cases où il y a un petit astérix. Donc on va devoir dire quel type de document c'est. Donc il va falloir choisir dans une liste qu'est-ce que c'est. Donc là, en l'occurrence, ça rentre dans la catégorie vaccination. Mais selon les rapports, c'est pas toujours facile de savoir comment bien les classer. Il faut faire attention à la date du document quand on le dépose, que ce soit bien la date à laquelle le rapport a été écrit, et pas la date d'aujourd'hui au moment où on le dépose. Il faut faire aussi attention au type d'établissement qui dépose le document et à la discipline médicale du dit document. Il faut bien choisir tout ça. Et ensuite, on confirme et ça nous permet d'aller plus loin et de déposer vraiment ce document. Donc, un certain nombre de choses à remplir. C'est nécessaire pour après retrouver rapidement les documents dans la liste des documents déposés. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exigences à ce niveau-là, mais ça peut être assez compliqué pour bien comprendre comment le faire selon les personnes. Donc la solution un peu pour ce dossier, pour l'utilisation, alors on reste toujours sur la même, c'est-à-dire que si le patient ne souhaite pas accéder à son dossier, c'est possible. Il peut toujours aussi déléguer la gestion de ce dossier à une tierce personne. Mais le but, on reste toujours sur la même, c'est que le patient utilise son dossier lui-même. Et pour ça, on a mis en place sur notre site internet des tutoriels, des petites vidéos explicatives qui permettent de comprendre comment déposer des documents de façon accompagnée. Après, on répond aussi au téléphone tous les jours. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler s'il y a des questions, des choses qui ne se passent pas bien. Et on peut aussi aller en stand avec les rapports. Si on souhaite le déposer, on peut le faire en stand, accompagné. En plus de ça, on a aussi mis en place des formations avec l'association ATIC qui aide justement les gens à apprendre comment gérer son propre dossier électronique. Voilà, donc en conclusion, on vous a présenté aujourd'hui le dossier électronique du patient et puis on vous a parlé de fracture numérique. On voit qu'effectivement, pour une certaine frange de la population, ça peut être compliqué d'utiliser les outils numériques. On voit qu'il y a une volonté politique d'accroître finalement la numérisation des prestations, la numérisation de la santé. Et donc, il faut mettre en place des choses comme garder des guichets, mettre en place des formations spécifiques pour ne pas laisser une frange de la population de côté. Je voulais terminer quand même par une note un petit peu positive, parce que oui, ces outils sont compliqués à utiliser, mais aujourd'hui, à Neuchâtel, on est près de 4000 personnes qui ont déjà ouvert leur dossier. Et puis, ce ne sont pas des dossiers qui restent vides, ce sont des dossiers qui sont vivants. Les patients l'utilisent vraiment régulièrement, déposent des documents. Plus de 4000 documents ont été déposés par les patients eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont, comme nous a montré Lucie tout à l'heure, dû nommer, mettre ce que nous on appelle des métadonnées, donc typer ces documents. Ils l'ont fait, puisqu'il y a aujourd'hui 4000 documents qui ont été déposés par les patients et des patients qui se connectent régulièrement. Donc voilà, même si c'est compliqué, je dirais la numérisation de la santé est lancée et on va accompagner tout un chacun pour que ça puisse être accessible à la majorité de la population. Merci. Je vous rejoins sur le plateau. Puisqu'on ne savait pas, Donc merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que ça permet de nous éclairer un petit peu sur cette fracture numérique dont on ne se rend pas toujours compte. Moi j'ai appris un mot aujourd'hui, c'est l'électronisme. Voilà. Je l'avais jamais entendu, donc pas mal de précisions. Effectivement, il n'y avait pas de questions, donc votre discours était parfaitement clair. Moi, je n'ai plus qu'à vous remercier. C'est très sympa. La deuxième année que vous nous faites le plaisir et l'amitié de venir dans notre forum Sienne. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et pour la suite de nos séminaires tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.